Salut à tous! Vous allez avoir l'introduction juste en vertical et ensuite ne vous inquiétez pas, ça passera en horizontal. Il va falloir que je vous explique un truc, et d'ailleurs c'était même pas prévu que je tourne tout court. Je m'étais établi un planning de fou par rapport à mes vidéos YouTube et à vrai dire, manque de temps. Comme vous le savez, pour la plupart, je bosse à 200% ma marque de vêtements, donc qui est mon projet, mon bébé, c'est toute ma vie en ce moment. Je pouvais pas faire autrement. Je me suis fait un petit post-it comme d'habitude sur mon téléphone, toutes les thématiques que je veux pour ma chaîne YouTube. J'ai fait mon exposition pour ma marque de vêtements à l'Escale Borelli la semaine dernière. Donc j'étais full au niveau du temps, au niveau de, voilà, de tout. Bien que des fois je me lève à 5h du mat pour aller à la salle à 7h et ensuite attaquer ma journée, ben je n'ai tout simplement pas pris le temps. C'est pas que j'ai pas le temps, c'est que je n'ai pas pris le temps de faire ma vidéo YouTube. C'est parti. Donc je reprends où j'en étais. Je vais prendre mon expérience à moi globale, tout simplement parce que ça peut aider, je pense, énormément de personnes. À mes 1 an et demi, 2 ans, mes parents se sont séparés, donc ils ont divorcé tous les deux. Je me souviens, en fait, avec mon imagerie mentale, mes parents étaient dans une pièce, en fait, et qu'ils ils se sont engueulés. Et en fait, mon père est parti dehors et ma mère est partie dans la chambre. Et ce moment-là, alors c'était peut-être pas le moment de la séparation, parce que plus tard j'en ai parlé à ma mère qui m'a dit que non, qu'ils s'étaient jamais séparés devant moi. Je pense que ça a été marquant pour moi, dans le sens où j'ai vu en fait la cassure entre mes parents. Je pense que ça a été assez marquant pour moi parce que même là je m'en souviens encore. Il faut savoir que de base je suis hyper fantasique, c'est-à-dire que je suis une personne qui réfléchit tout le temps, mais qui a des souvenirs qui popent comme ça tout le long de la journée sans que je le veuille, donc c'est quelque chose qui est incontrôlable. Tous mes souvenirs viennent tout le temps, toute la journée. Donc c'est ultra difficile pour moi à canaliser, ça provoque un manque de concentration de ma part, et aussi parce que du coup je n'arrive jamais à me focaliser sur ce que me dit une personne. Expliquer une histoire, à me raconter quelque chose, et je vais toujours être là ailleurs à penser à 300 milliards de choses à la fois, parce que mon cerveau n'arrête pas en fait, et parce que cette hyper fantaisie vient en plus se rajouter. Je me souviens du moment de ma vie, je me souviens des odeurs, des personnes présentes, des vêtements de ces personnes, je me souviens de l'emplacement des meubles, etc. Enfin, exactement pareil. Si tu me dis, ben, imagine un éléphant bleu sur un tapis de sol vert, je l'ai en fait devant moi, c'est-à-dire que je le vois vraiment visuellement. J'arrive à le dessiner, alors les proportions ne seront peut-être pas super cool, mais j'arrive à le visualiser et j'arrive exactement à dire chacun des détails. Mes rêves, je m'en souviens comme si c'était un souvenir, et c'est même des fois perturbant plus parce que en fait mes rêves pour moi sont tellement réalistes. Je me souviens absolument de chacun des détails de mes rêves, que comme si en fait je les vivais, et des fois ils se confondent avec mes souvenirs. Si ça vous arrive aussi, pourquoi pas en discuter, je suis ouverte à toute discussion en tout cas. De mes 2 ans à 5 ans, je m'en souviens pas trop. À partir de mes 5 ans, en fait, c'est là où j'ai le plus de souvenirs. Ma mère s'est mise avec mon beau-père, quelques temps après, donc j'avais 5 ans. Et à mes 5 ans, mon père s'est mis avec une nouvelle femme, donc mon ex-belle-mère. Recomposé, il y en a un petit peu partout. C'est à ce moment-là que j'ai développé ma peur de l'abandon. Et du coup développer une espèce d'angoisse ou de stress permanent parce que j'étais très focalisée sur ma mère et j'arrivais pas en fait à la laisser, tout simplement, mon beau-père. Que ma mère ne pouvait pas s'asseoir sur les genoux de mon beau-père sans que je vienne ou que je la colle, ou enfin c'était un signe très protecteur, et du coup de la peur vraiment viscérale de l'abandon. Ensuite mon père s'est mis avec cette femme du coup dont je vous ai parlé là à l'instant. Cette femme avec qui ça s'est très mal passé parce que je vais pas vous rentrer dans les détails. Sûrement que je ferai une vidéo exprès pour ça, mais là du coup c'est pas le sujet. J'ai été harcelée moralement pendant 5 ans et demi avec cette femme. Vers mes 11-12 ans à peu près, j'ai commencé à dire à ma mère que ça n'allait vraiment pas et que je n'avais plus envie d'aller chez mon père.
tellement que j'angoissais dans l'ascenseur que j'avais mal au ventre. À un moment donné, j'en ai parlé à mon père, je lui ai dit écoute, je ne veux plus venir chez toi. Et c'est là qu'il a vraiment capté qu'il y avait un problème quand même. Vu que mon père travaillait à l'étranger, en fait il faisait un mois là-bas, un mois ici, ou 3 mois là-bas, 3 mois ici, etc. Donc il voyait pas, en fait il se mettait pas à ma place à ce moment-là. Il voyait pas en fait tout ce qui se passait avec elle, ce qu'elle me faisait subir psychologiquement parlant. Pendant cette période en même temps, donc il y a la période de la primaire et du collège. Alors en primaire, j'ai changé, il me semble 4 ou 5 fois d'école, ce qui fait que je n'ai eu aucune attache, aucune accroche confortable. Je n'avais pas de vie stable, alors que c'est à ce moment-là où l'enfant a besoin d'une vie stable, a besoin de repères. Je n'avais aucun repère et sachant que mon père partait, du coup je n'avais pratiquement pas de repère paternel, même si je savais évidemment que c'était mon père et qu'il m'apportait une très bonne éducation d'ailleurs. Mais je n'avais pas de repère stable. Avec ma mère, ça allait, mais en fait, personne ne me croyait vraiment sur ce que je disais par rapport à l'école, par rapport à mon ex-belle-mère. Donc, il y avait un problème, il y avait un conflit en fait dans ma tête où, ben, mince, je vis ça, mais personne ne me croit et personne ne me comprend. Et du coup, j'extrapolais tout le temps ce que je vivais pour me protéger et en fait avoir de la compassion chez les gens. Parce que du coup, vu que je n'avais absolument aucune compassion chez des amis quelconques ou des membres de ma famille, j'extrapolais toujours en me disant oui mais un tel de ma famille est mort, un tel ici, un tel est là, pour en fait accentuer ce besoin de réconfort et ce besoin de compassion. Tout simplement, j'avais envie qu'on soit là pour moi, etc. Et je pense que là ma petite sœur le fait aussi actuellement. En 2006, mon petit frère est né, donc c'est mon demi-frère, pardon. C'est le fils de mon père et de mon ex-belle-mère. À ce moment-là, il est arrivé. Je peux le dire, je pense que c'est d'ordre psychologique. Elle est devenue complètement folle. Elle me faisait vivre un cauchemar. Je sois toujours restée à ma position de petite fille. Je me renfermais énormément sur moi. J'avais une énorme carapace. Et c'est le premier point du coup de mon post-it. C'est que je vivais dans ma bulle. Et je pense que quand on est petit, on a besoin de vivre ça. De vivre ses propres expériences avec les autres. Et moi je n'ai pas pu les vivre avec les autres parce que vu que je n'avais aucune attache, aucune accroche, aucun soutien moral, puiser mes ressources dans les montages vidéo, dans l'équitation, parce que l'équitation c'était ma passion, c'était mon refuge à ce moment-là. Et d'ailleurs énormément de youtubeurs je capte en fait beaucoup de youtubeurs qui sont à fond dans l'équitation parce qu'en fait le cheval est vraiment une ressource. L'affection, l'organisation, le fait de tout oublier, le fait que ce soit une passion et que du coup quand tu fais ce qui te passionne, tu oublies un peu tous les problèmes. Que ce soit un exutoire aussi parce que du coup, vu que c'est assez technique l'équitation, tu te concentres sur ce que tu fais. C'est un sport unique mais à la fois solidaire parce que du coup tu construis une relation avec un cheval ou avec plusieurs chevaux. Ça rend aussi énormément responsable. Tu as tes propres affaires, tu dois t'occuper d'un animal qui a besoin de toi, en fait, tu dois prendre soin de lui. Donc, tous ces aspects-là, en fait, de l'équitation m'ont vraiment aidé. Donc, comme certaines personnes se murgent dans la drogue et l'alcool, moi, je me murgeais dans l'équitation. C'était toute ma vie. Jusqu'à mes 11 ans, je marchais à 4 pattes par terre pour faire le cheval, en fait, pour reproduire ce que faisait un cheval. En fait, c'était encore plus que ma passion, c'était viscéral, c'était vraiment moi en fait, c'était vraiment moi-même. J'étais en fusion avec l'équitation. Je pense que c'est ce qui m'a sauvée aussi. Jusqu'à présent d'ailleurs, j'ai vu plusieurs psychologues dans ma vie. Ils m'ont aidé plus ou moins à mettre des mots sur mes mots, sur mes problèmes. Personnellement, je trouve que on est mieux servi que par soi-même. Pour régler ses problèmes, il faut aller droit au fond des problèmes, trouver des solutions tout seul. Du coup, c'est ce que j'ai fait. À un moment de ma vie, en 5e, du coup, j'avais tous ces problèmes-là. J'ai imaginé à un moment donné mourir littéralement sous une voiture et j'en ai parlé à ma mère. Je sais toujours pas comment j'ai fait à l'heure actuelle, mais j'en ai parlé à ma mère. Je lui ai dit, c'était un signe d'alerte en fait. Je prenais vraiment ça au sérieux. Et vu que je me posais énormément de questions à propos de la mort, j'avais ce rapport aussi avec la mort que j'avais envie d'expérimenter plus ou moins. Donc j'en ai parlé à ma mère et tout de suite ils se sont alertés, ce que je peux comprendre évidemment, puisque je ne suis pas encore maman, mais je peux comprendre parce que bon, les femmes ont tout un instinct maternel
bon, plus ou moins variable, mais il y est quand même présent. Mais leur réaction ne m'a pas forcément aidée. En fait, mon beau-père, tout le temps, il était là à table. Oui, alors tu vas encore mourir, alors ça y est, tu vas encore mourir, tu vas faire quoi cette fois-ci, tu veux tenter quoi cette fois-ci, enfin, stop. J'en ai parlé une fois, c'est pas la peine d'en reparler une deuxième fois, c'est... Voilà, honnêtement, je pense que cette vidéo, oui, ça reflète beaucoup le stress en société parce que du coup, c'est toute cette pression sociale qui pèse sur les jeunes. Les réseaux sociaux, c'est un carnage. Je me considère comme une vieille, mais quand je vois les jeunes, ben, la génération en fait de mon petit frère et de ma petite sœur, ben, du coup, je continue mon histoire, mais en fait, ma petite sœur, du coup, c'est ma demi-sœur du côté de ma mère et mon beau-père qui est né en 2008. Elle est accro au téléphone et c'est trop en fait. C'est que je suis déjà passée au tribunal avec elle pour une affaire de pédopornographie. S'il vous plaît, s'il y a des parents qui passent par là, faites attention au téléphone, à vos enfants, c'est pas possible en fait. Le téléphone, c'était pas assez démocratisé, je n'ai pas vécu en main avec le téléphone. Maintenant, les petits, ils naissent avec leur téléphone dans la main. On ne peut pas laisser des enfants comme ça, c'est pas possible. Regardez un peu tous les dessins normalement qui doivent faire des enfants. Demandez à votre enfant de dessiner un bonhomme. Normalement, je crois qu'il est censé... En fait, il y a plusieurs étapes de dessin, je sais plus comment ça s'appelle, mais... En fait, selon différents âges, l'enfant doit dessiner d'une certaine manière. Un petit bonhomme. Il y en a, à cause du téléphone, qui ne sont pas assez développés cérébralement parlant. Ils ont d'énormes lacunes. À force de parler avec le T9, etc., ils font des fautes d'orthographe, ils ne savent plus parler. Et puis les réseaux sociaux, Snapchat, si ce n'est pas contrôlé, tu peux faire n'importe quoi. Les enfants, ils peuvent voir n'importe qui, n'importe où. Pour vous expliquer à quel point c'est nocif, c'est dangereux quoi. Moi, j'ai toujours dit à mes parents que ma petite soeur ne devait pas avoir de téléphone à son âge. Même 14 ans, c'est trop tôt. Après, peut-être que moi, en tant que maman, je changerai d'avis. Mais pour le moment, pour moi, c'est beaucoup trop tôt. Un simple téléphone à clapper sert en fait, juste pour envoyer un message et pour appeler. Je considère qu'à cet âge-là, tu n'as pas besoin de toutes ces applications au final qui sont nocives. Et pour faire quoi? Parce que sur TikTok, ma soeur, elle a 60 000 abonnés. Mais ce qu'elle met sur TikTok, c'est des trucs hyper noirs, avec des idées noires, avec des idées de suicide, avec tout le reste. Et pourtant, elle a 60 000 abonnés. Et le pire, c'est que les gens qui mettent en commentaire, c'est oui, moi aussi, je vais très mal, moi aussi, j'ai envie de me suicider, moi aussi. C'est des petits de 13 ans. Et ça, c'est un calvaire. Et ça, c'est un stress au quotidien. C'est un stress dans notre société, c'est un stress dans tout. C'est que même les musiques maintenant, les musiques qui passent à la télé, les médias, tout ça en fait, tout ça c'est une surcharge mentale énorme pour vous faire tomber dans une dépression. Et ça marche. Moi, je ne regarde plus les médias. Les seuls trucs que je regarde, c'est YouTube, ce que je veux vraiment, des émissions que je veux vraiment regarder. En fait, on ne m'impose plus de regarder ou d'écouter des musiques. Mes playlists Spotify, je lis ce dont j'ai envie. Là en ce moment, je lis le Zéro Mental, il est top. En fait, c'est une reprogrammation, c'est de l'hypnose thérapeutique, enfin, c'est de la contre-hypnose. Enfin, je vous en parlerai. Et là, celui-là aussi. Hypersensible. Je ne l'ai pas encore lu. Après, il y a des livres de Freud et tout qui m'attendent là-bas. Mais enfin, j'ai un stock de livres à lire. Mais voilà, pour vous dire qu'on ne m'impose plus de lire ou de regarder ou d'écouter quoi que ce soit. Et les réseaux sociaux, j'en suis maître. J'ai mon compte Insta pro, mon compte Insta perso, mon compte TikTok pro. Bien que je sois contre TikTok, j'ai quand même un compte pro parce que le marketing fait que ça marche. Mais par contre, je ne vais pas aller à l'encontre des enfants, ou je ne vais pas aller dans une polémique, ou je ne vais pas aller dans des idées sombres. Je crois que les gens en fait ne se rendent pas compte à quel point c'est viral et à quel point c'est destructeur. Arrive ensuite dans ma vie en seconde mon diagnostic de trouble 10. Je suis dysphasique, dyspraxique et dyslexique. Sûrement TDA aussi, trouble de l'attention. Sans hyperactivité, je pense que je n'ai pas le H. J'ai été diagnostiquée tard. Ça ne se voit pas forcément parce que je m'exprime, je pense, plutôt bien. Mon orthographe est impeccable, je ne fais pas de fautes, ça se voit pas à ma tête, je pense pas. Ça se voit dans la vie quotidienne parce que quand je parle, je dois me concentrer, je dois regarder quelque chose, comme là vous me voyez regarder, très compliqué pour moi. C'est pour ça que YouTube est un très bon exercice. Quand je raconte des histoires, je me perds, quand j'écoute les personnes, je suis perdue. Je suis obligée de leur demander de me réexpliquer plusieurs fois et du coup ça peut être pesant pour eux, c'est pesant pour moi. Me concentrer à l'école, c'était impossible, du coup j'écrivais tout. Je faisais de l'écriture automatique en fait. Tout ce que mes profs me disaient, j'écrivais. Bref, c'est-à-dire m'orienter dans le temps et m'orienter dans l'espace. C'est très difficile pour moi. Quand je vais à un endroit,
Je suis obligée de mettre le GPS parce que même si la route je l'ai prise 66 fois, je vais me perdre. Cet endroit il me dit quelque chose quand même. Ah oui, c'est à côté de chez moi. Pour faire un créneau, ça a été extrêmement dur. Je ne cache pas que j'ai fait 44 heures de conduite, mais maintenant je conduis mieux que 90%, pas des gens, parce que les hommes conduisent très bien en général, 90% des femmes, c'est sûr à 200%. J'ai fait des modifications à ma voiture, j'adore rouler, je conduis tout le temps, je sors tout le temps ma voiture, je n'ai plus aucun problème pour me garer. Voilà, je n'ai aucun problème, je conduis bien, donc c'est juste en fait une question de temps et d'adaptation et de technique. Il faut trouver ses propres techniques et c'est comme ça que j'ai fait pour m'en sortir aussi. C'est qu'en fait il ne faut pas vous chercher des excuses, c'est ce que je vois en fait, ça c'est une source de stress de se trouver des excuses. Parce que du coup les problèmes au fond ils sont pas guéris, vous avez toujours vos excuses qui font oui mais moi c'est parce que je suis comme ça, oui mais moi j'agis comme ça parce que lui m'a dit ça, ou parce qu'elle m'a dit ça, ou parce que j'ai eu ça dans ma vie. Mais moi aussi j'ai eu plein de trucs dans ma vie. Et pourtant, je suis complètement à l'encontre de ce que j'étais il y a même 6 mois. Je suis plus la même personne et j'évolue tout le temps, tous les jours, parce que j'établis un programme, parce que je fais mon planning, parce que j'en ai envie et parce qu'il le faut tout simplement, parce que tu vas pas rester dans ta vie comme ça, dans ton petit confort de merde, excusez-moi pour l'expression, mais tu vas pas rester dans ton confort comme ça à te dire, ben ouais j'ai des problèmes, ma vie elle est nulle. Ben à quoi bon vivre parce que du coup on va mourir. Mais moi aussi tout ça je l'ai dit hein. Et puis quelque part je le pense. Mais vaut mieux vivre sereinement et à fond plutôt que de vivre en attendant que quelque chose va se passer, va se produire. Ça c'est à vous de décider. Je pense faire une très courte parenthèse sur le collège. Le collège, pour les petits qui me regardent, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a extrêmement de jugement. Le problème numéro 1 c'est l'éducation. De toute façon il n'y a pas de fumée sans feu, qu'un petit qui va être bien éduqué, qui va se tenir à carreau, il n'aura pas de problème. Par contre, les gens qui insultent, qui manipulent, qui balancent des trucs dans la tête des gens, ben, que ce soit physiquement ou moralement, hein, ça revient au même. Et c'est même pire, très souvent dans la plupart des cas, le moral. Moi j'ai connu toutes sortes de types de harcèlement, harcèlement de travail, harcèlement moral, harcèlement... C'est le seul que j'ai pas connu, c'est le harcèlement physique. Mais le harcèlement familial, le harcèlement même de groupe, d'amis. En fait, les gens, ils te disent ah ouais, mais c'est bizarre, pourquoi t'as pas confiance aux autres et tout. Je travaille sur moi pour la confiance. Faire confiance à mon copain, ça a pris énormément de temps. Faire confiance à mes nouveaux amis, ça a pris énormément de temps. Et encore, c'est pas sûr à 200%. Parce que je me dis, il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Et à ce moment-là, on te dira ah, je suis désolée, j'ai pas fait exprès, mais je m'en veux, hein, je suis désolée. Oui, mais derrière, tu détruis la vie d'une personne en fait. Tu détruis tout ce qu'elle a construit avec toi. Tu détruis la confiance d'une personne. Tu détruis sa fidélité. Tu détruis ses valeurs. Tu détruis tout en fait. La personne derrière, qu'est-ce que t'en sais si elle va pas mal se reconstruire, si elle va pas mettre des années à se refaire. Ça aussi, c'est un énorme problème de stress dans la société. C'est le manque de confiance, le manque d'authenticité, le manque de fidélité envers les gens. C'est tout ça pour dire qu'en fait au collège je me rends compte que on est livré à nous-mêmes. Ça serait normal d'aller voir un prof de dire madame, monsieur, il y a un problème avec tel ou tel élève. Il est sanctionné, les parents viennent, ils comprennent, c'est terminé. Sauf qu'en fait ça n'existe pas. Quand tu vas voir un prof, t'es considéré comme une sous-merde selon les gens. Et du coup, qu'est-ce que ça va faire? Les gens ils vont encore plus s'acharner sur toi parce que tu comprends, t'es une intello, parce que t'es la première de la classe, parce que tes parents ils sont blindés, parce que tes parents ils sont ci, parce que toi t'es ça, parce que toi t'es trop gentil, parce que tu te fais marcher dessus. Et je me fais encore marcher dessus, hein, mais beaucoup moins parce qu'avec l'expérience, etc., voilà, j'aimerais ne plus me faire marcher dessus et m'affirmer comme j'aimerais le faire. Et encore, franchement, j'y travaille de plus en plus. Je trouve ça tellement dommage d'en arriver là, en fait, parce que ça détruit l'enfance d'une personne. Et ces problèmes-là, il faut en parler. Je compte postuler pour devenir surveillante dans mon ancien collège, là où j'ai subi tout ce harcèlement, parce que je trouve ça inadmissible et que dès la primaire, il faut en parler aux petits de ça. Il faut que les profs en parlent, il faut même limite faire un cours sur ça, sur la confiance, sur le développement personnel, sur des choses qui sont importantes. Au lycée, vous avez eu des cours d'économie. Est-ce que vous avez eu des cours pour payer vos impôts, pour savoir comment créer une entreprise? Non, parce que la société, stress de la société, vous veut comme mouton. Je sensibiliserai au maximum les enfants parce que pour moi c'est primordial en fait. Effectivement, sur le ton de la rigolade, parce que ce sont des petits, parce que peut-être qu'ils en ont pas
à 100% conscience. Et encore que maintenant, les petits de nos jours, ils sont conscients d'absolument tout ce qui se passe. La sexualité, ça n'a rien à voir avec avant. Enfin, maintenant, t'as des petites à 13-14 ans qui t'en parlent comme si c'était normal. Il faut en parler, il faut qu'ils soient au courant. Mais la pratique, c'est complètement autre chose, ça vient après. Du coup, tout cet amalgame crée quoi? Un développement différent des autres. Tu es dans ta bulle petit, du coup tu n'as pas de contact avec la vie en général, avec ce qui se passe vraiment, avec les autres, etc. Tu es en retard, tu n'es pas dans les normes, tu n'es pas considéré comme normal, et du coup on te traite comme un moins que rien, comme une moins que rien, ça te remet dans une bulle de stress quotidienne. Ta croissance et ton développement ne sont pas complets. Et ça crée quoi? Des dysfonctionnements, des problèmes, des maladies auto-immunes ou des maladies qui arrivent comme ça, des dépressions et en fait après tu te renfermes sur toi et tu te dis c'est moi le problème en fait, moi j'ai un problème, moi je suis pas comme les autres et moi c'est faux, c'est complètement faux parce que chacun se développe à son rythme. Ce n'est pas parce qu'un tel est super développé qu'il a eu bac plus 12 qu'il va mieux réussir que vous, c'est complètement faux. J'ai fait un BTS dans le design graphique et je suis partie dans le secrétariat médical. J'ai travaillé dans les vignes, j'ai travaillé en tant que vendeuse, j'ai fait plein de choses. Hein. Je me suis bougée pendant la période Covid où tout le monde était à fond dans le Covid et était complètement matrixé par la société et par les médias. J'ai créé mon entreprise, 1 an et demi après, tout est prêt. J'ai ma boutique en ligne, j'ai tout qui est prêt parce que je suis sortie du lot. Ben moi j'ai un projet qui tient la route. Moi je peux faire ci, moi je peux vous apporter ça, mais moi je deviens comme ça. Et du coup je veux travailler sur le développement personnel, et du coup je veux travailler sur ça, et l'année prochaine je vais écrire un livre. Des projets pour vous, pas pour les autres, pour vous. On en arrive à la conclusion malheureuse que soit tu te construis malgré les autres, soit tu t'autodétruis. Il y a tout qui est fait pour aller à l'encontre de nos rêves et à l'encontre de ce qu'on veut. Mais en soi les gars, l'argent, c'est que physique, c'est que matériel, tu peux juste le toucher, l'argent c'est rien. L'argent, en fait, tu mets une valeur sur un objet. C'est comme si mon drapeau, là, il coûtait 200 millions. Je vous assure que 200 millions, il serait pas accroché là, mon tableau. On stigmatise tout autour de l'argent alors que c'est une simple valeur monétaire. C'est pour ça que maintenant, j'investis dans la crypto, que je veux investir dans la pierre, que je vais investir dans plein de choses. Une liberté financière, une rentabilité sur du long terme en faisant travailler mon argent passif, ça les gens ne le savent pas. Il y a quelques jours, une amie m'a dit « Mais quelle perte de temps de faire ce que tu fais en ce moment, parce que c'est vrai que bon, là pour l'instant t'es pas encore rentable avec ta marque de vêtements. Hein. Ben non, je suis pas rentable. » Mais je compte pas l'être pour le moment en fait. Ça prend 3 ans entre parenthèses de créer sa marque de vêtements et de s'auto-financer. Ça me tue en fait les gens qui me disent c'est une perte de temps. Parce que toi, travailler 35 heures dans une entreprise, c'est pas une perte de temps. Chacun ses valeurs, chacun son truc, chacun fait ce qu'il veut. Je respecte absolument tous les choix, y a pas de problème. Les choix de carrière, c'est très différent, ça dépend des personnalités. Moi je sais que je suis une entrepreneuse. Je ne me vois plus travailler dans une entreprise, faire la morale constamment en te disant mais ton projet va pas marcher hein. Mais en fait là ça fait 1 an et demi que t'attends, ça fait beaucoup hein. Mais tu sais que là t'as beaucoup de travail encore hein. Ouais je le sais, c'est mon choix. C'est mon choix et je sais que ça va marcher. Parce que j'y crois et parce que je m'y mets à fond, à 200%. Je pense que pour y arriver, c'est un chemin extrêmement long et difficile. Il ne faut pas voir les choses comme une énorme pyramide à franchir. Il faut voir les choses comme des petites pierres, petit à petit, que vous construisez. Et ce gros tas va créer une énorme personnalité, une énorme force de caractère, une énorme force d'esprit, une énorme motivation. Je vous conseille de lire les articles de blog sur ma boutique en ligne, c'est shop.overmind.clothing. Vous allez dans la rubrique article de blog. Je donne un tas de conseils et je vais en donner encore. Mon Twitter c'est Miss Overmind. Et tout ce qui est liberté financière, crypto-monnaie, développement de soi, vision de vie, spiritualité, etc. C'est des choses qui m'animent et en fait vous trouverez dans ces aimants-là la vraie vie. Votre meilleure version de vous-même en fait. Vous trouverez toutes les petites extractions de vos pierres. Parce que c'est pas avec du stress, avec des angoisses et avec la société comme ça que vous allez y arriver. C'est malheureux à dire, mais c'est comme dans les films. Maintenant, on en est venu à un stade où il faut aller en l'encontre de la population. Et c'est tellement dommage. Et il faut trouver des gens comme nous
pour arriver en fait à se créer un bon cercle d'amis et arriver s'auto-satisfaire et à être indépendant et en fait à vivre pour soi, à vivre en harmonie, à vivre avec ta famille, avec tes amis, avec toutes tes relations, tes activités, tes passions, vis tout à 100%. Tu veux investir? Vas-y, tente. Qui ne tente rien à rien et puis dans tous les cas, ben, si tu perds un peu d'argent, il faut que ça soit mesuré, attention, et ben tu le perds. Mais du coup tu apprendras la leçon. L'échec en France est beaucoup trop mal perçu. C'est le privilège en fait dans notre pays. Mais vous vous rendez pas compte. C'est pour ça que dans ma vie, je veux voyager un maximum pour découvrir d'autres cultures, pour m'ouvrir un maximum. J'aimerais trop rencontrer des bouddhistes dans ma vie. J'aimerais trop rencontrer plein de gens qui sont assoiffés de spiritualité. Ça me plaît. Je me trouvais pas. J'ai mis énormément de temps à me trouver, à me connaître aussi. Encore bon, je me connais pas 200%, on va se calmer. J'ai 23 ans, 24 cette année, oh mon dieu. Et je me découvre encore chaque jour. J'en suis très très loin de mon évolution et du stade de mes objectifs finaux, mais c'est en chemin et c'est le plus important. Il faut prendre du recul, être assoiffé de connaissances, se donner au maximum. En fait, il faut pas que les choses soient une montagne, il faut pas vivre dans l'obligation. Écoute, c'est pas grave si avec mes parents on a pris de la distance, c'est pas grave si avec mon copain ça ne va plus ou avec ma copine ça. J'ai mis énormément de temps en fait à me connaître, que ce soit musicalement parlant. Je savais pas, tout le monde écoutait du rap, moi je sais pas, j'étais pas trop portée sur ça. Maintenant je suis plus portée sur ça, mais à l'époque où j'écoutais de la musique au lycée avec mon ex, c'était que du rap, que du rap, que du rap. Le rap, les gars, ça vous déprime et c'est pas bon, c'est les paroles, ça déprime en fait. Le mieux c'est d'écouter les fréquences, regardez hein. Je sais pas si vous allez voir parce que je crois que c'est en miroir en fait. Les fréquences sacrées c'est un long débat, c'est tellement bon pour la mémoire, pour la santé, pour la concentration, pour tout en fait, pour se recentrer sur soi. C'est pas parce que vous allez faire des choses spirituelles que vous allez devenir Irma. Il faut dissocier l'ésotérisme de la spiritualité et beaucoup trop font le lien alors que bah non en fait petit à petit l'oiseau fait son nid, c'est pas grave si y a des jours où vous êtes fatigué, vous faites moins, vous êtes moins productif, c'est pas parce que vous n'allez pas être productif un jour que vous n'allez pas y arriver dans votre vie. En fait il faut voir par semaine, c'est comme l'alimentation, il faut tout voir par semaine, c'est une balance. D'ailleurs je compte faire une vidéo sur les balances de la vie. Si en un jour vous vous dites ah ben non, de toute façon ça sert à rien et tout, ça va vous démotiver, c'est sûr. Donc, petit peu par petit peu. C'est mon copain qui l'a trouvé dans un débarras. C'est le langage secret des rêves. J'ai sorti tous mes livres, toutes mes fiches, mais encore que j'ai un classeur qui est rempli de documents. Chaque chose en son temps. C'est parce que moi je suis en mode de... Enfin, pendant ma période Covid, j'étais en mode évolution extrême. Enfin, vous pouvez voir la vidéo. J'ai carburé niveau personnel. Quand j'étais petite, j'étais ultra timide. J'osais parler à personne. J'étais dans ma carapace, dans ma bulle. Donc ça veut rien dire. C'est pas parce que quand vous étiez petit, vous étiez comme ça que vous allez devenir comme ça dans votre vie. Moi, ma mère, elle m'aurait jamais vue aussi extravertie. Avant, j'étais pas du tout comme ça et de nature, je ne suis pas du tout extravertie. Vous devenez la personne que vous voulez être. Et si vous vous donnez les moyens, vous pouvez absolument tout faire. Prenez du recul, prenez le temps de recevoir toutes ces informations, ça prend du temps. C'est bien que j'espace aussi les vidéos pour pas que ça fasse une surcharge mentale. Des bisous, prenez soin de vous, à bientôt pour une prochaine vidéo, je vais essayer d'en faire un peu plus souvent. Des bisous. Et là d'ailleurs vous voyez mon PC avec toute mon organisation magnifique parce que tout ça c'était pour l'expo. Vous avez mes petits post-it avec la loi de l'attraction. Ça a bien évolué chez moi, là il y a mes cadres en fait, les cadres que je fais moi-même. Voilà. Mon petit caisson, Renegade. Mes plantes qui sont absolument toute ma vie. Et voilà. Sur ce, de gros bisous.